Nous sommes avec Tristan Banon pour le bal des hypocrites, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sur la télévision, vous venez de m'avouer que vous n'avez plus la télévision depuis... Je n'ai plus la télévision depuis fin mai à peu près. Et c'est très, très étonnant parce que j'étais une très grande consommatrice. Je suis un bébé de la télévision. Et finalement, on s'en passe bien. Je suis désolée. Et pourquoi fin mai? Parce que c'est schizophrénique et malsain d'allumer sa télévision et de se voir dessus sans l'avoir prévu. Parce que, sans l'avoir prévu, dans le sens où les gens vont dire bah si, puisqu'elle était dans cette affaire. Il se trouve que d'abord, fin mai, je n'avais toujours pas porté plainte et que c'était des images qui étaient, entre guillemets, volées, puisque c'était des images de moi arrivant chez mon avocat. Elles n'étaient pas volées, parce qu'on ne m'a pas espionné chez moi pour les prendre, mais je m'y attendais pas au moment où je suis arrivée. Et donc ça, voilà, la première fois que j'ai allumé la télévision et que j'ai vu au JT ces images, je me suis dit qu'il fallait l'éteindre. Alors, il y a toute cette médiatisation, on va y revenir, mais il y a ce choix aussi d'abord de faire ce livre, Le bal des hypocrites, à un moment dans toute cette affaire. C'était pas un choix, il y a eu même pas le choix, il y a eu l'obligation de faire un journal. Comme je le dis dans le livre, c'est la compagne de mon avocat qui m'a vue virer folle, sérieusement, parce qu'il se disait tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Et dans la presse, et pas que dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans la rue, on me sortait des choses sur quelqu'un qui avait le même nom que moi, qui s'appelait Tristan Banon, qui avait l'air de me ressembler, parce qu'il y avait des images de moi collées avec, mais c'était pas du tout ma vie, c'était pas du tout mon histoire qu'on racontait. Tout était déformé, amplifié, enfin je devenais une nymphomane, traumatisée, déséquilibrée, enfin... Chacun avait un avis et aujourd'hui chacun peut l'exprimer et voilà, le faire entendre au plus grand nombre. C'est le risque des réseaux sociaux et ce livre parle aussi beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'avec Internet maintenant, tout le monde se sent légitime à donner son avis sur une information sans nécessairement avoir les clés pour le faire et à considérer que cet avis a autorité. Et il y a des gens qui passent beaucoup de temps sur Internet et qui font comme ça tous les sites et qui vont donner leur loi. Et face à ça, il y a plusieurs façons de réagir. Il y a mon avocat, je l'ai souvent dit, parce qu'il se trouve qu'il est boxeur amateur qui s'est réinscrit à son club de boxe. Il fallait que ça sorte. Je suis très mauvaise boxeuse. Vous avez arrêté la télé, lui, il a repris la boxe. C'est-à-dire que j'ai arrêté la télévision et j'ai ressorti mon stylo et mon papier, alors que je ne voulais pas. Je voulais vraiment pas écrire ni en temps réel, ni écrire là-dessus. Parce que je voulais vraiment... je trouvais qu'il y avait quelque chose de malsain à écrire sur tout ça. Et puis à un moment donné, la compagne de David a eu raison. C'était le seul moment... enfin, la seule solution pour s'en sortir. L'écriture comme thérapie. L'écriture, voilà, c'est la première fois d'ailleurs. J'ai toujours fait de l'autofiction. Et souvent, notamment sur ce salon d'ailleurs, on pose la question de savoir si l'autofiction est une sorte de thérapie, etc. Puisque j'ai écrit sur mon enfance, puisque j'ai écrit sur ma vie. Et non, jamais. Puisque par principe, en tout cas moi, je n'écrivais les livres que quand le problème était résolu, pour avoir le recul nécessaire et pour faire du problème ou de cette partie de vie un sujet. Et là, c'est la première fois que je fais vraiment une thérapie en temps réel, et pour cause, parce que ça n'était pas fait pour être un livre. Ça aurait dû rester dans un carnet. Et... Pourquoi? C'est l'éditrice qui vous a convaincu? Qui m'a convaincue, non, au tout début. C'est une amie dont je parle dans le livre qui voulait absolument lire ce que j'écrivais, plus pour avoir un sujet de conversation au quotidien, parce qu'elle m'aidait pendant toute cette période, et qui l'a lu et qui m'a dit, parce qu'il se trouve qu'elle a touché de très près les problèmes d'agression sexuelle et de tentative de viol, et qui m'a dit, tu dois le sortir, puisque la littérature ne fait aucune place à la victime. Ensuite, moi, après, je me suis dit que c'était important de montrer justement dans la littérature ce qu'était la surmédiatisation et le risque de ravage complet sur l'être humain de la surmédiatisation. Et après, s'est posé le problème de savoir où sortir ce livre pour que ce soit légitime et que ce ne soit pas un coup. Et parce que j'avais très peur de ça, puisqu'on a tous entendu, sûrement vous aussi, Tristan Banon fait ça pour vendre des livres. Or, j'avais pas sorti de livre depuis 2 ans et j'avais demandé à ce qu'on retire mes livres de la vente, donc c'était vraiment pas pour ça. Mais en sortant un livre, du coup, je prêtais le flanc à ça. Et je voulais vraiment pas. Donc, tout de suite, s'est imposée l'idée de Marion Masaryk, parce que d'abord éditrice indépendante, parce qu'éditrice qui n'est pas dans le microcosme parisien, puisqu'elle est à côté d'ici, à Vauvert, et parce que engagement féministe depuis plus de 20 ans à titre personnel. Pas forcément la maison, mais elle. Et donc je l'ai contactée, je ne l'avais plus vue depuis 7 ou 8 ans, je l'ai contactée et ça a été une évidence tout de suite. Je l'ai contactée le 13 septembre, le livre est sorti le 13 octobre. Elle m'a beaucoup protégée et on a convenu de quelque chose qui permettait, en tout cas, moi, même sans doute que les gens ne m'ont pas cru, à la limite j'ai envie de dire qu'importe, moi vis-à-vis de mon miroir, je sais que c'est un livre qui a été fait sans avaloir et que c'était pas une question ni d'argent, ni de coût, ni de pub.
Voilà, donc. Au cœur du livre, vous dites « Je n'ai plus de vie, la mienne est partie dans des mains étrangères ». On comprend pourquoi. Aujourd'hui, vous en êtes où? Vous l'avez réapproprié, votre vie? C'est très compliqué, c'est-à-dire que me réapproprier ma vie va passer par le fait de retrouver une vie normale, va passer par le fait que, comme vous, il faut que je retravaille, que voilà, que je reprenne un rythme qui est celui de tout à chacun. Or, j'ai un travail qui est directement lié à tout ça puisque je suis journaliste et auteur, donc dans les deux cas, c'est quelque chose où on n'oubliera pas ce qui s'est passé. Et je m'aperçois que cette affaire a remué beaucoup de choses chez les gens, pas comme un simple fait divers. D'abord parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont subi des agressions sexuelles, donc ça éveille des choses en elles. Il y a beaucoup d'hommes dont des proches ont subi des agressions. Ensuite, il y a eu, parce que ça s'est fait comme ça et que c'est un homme politique, il y a eu les espoirs de la gauche, il y a eu la politique qui a été remise en cause, il y a eu beaucoup de choses. Et donc petit à petit, j'essaye de reconstruire ma vie en me disant que contrairement à ce qu'on me promettait il y a encore quelques semaines, on n'oubliera pas. Je pourrai jamais, contrairement à ce dont je rêvais, mais en tout cas ce sur quoi je misais, je pourrai jamais passer à autre chose, vraiment. En revanche, je vais reprendre ma vie en apprenant à vivre avec ça. Et voilà, j'essaye d'apprendre petit à petit, notamment en retravaillant. Et il y a des gens qui ont été... C'est pas évident aujourd'hui de faire travailler Tristan Banon. C'est une sorte d'acte militant. Et en ça, des gens comme Éric Nolot et comme voilà, toute l'équipe de Paris Première qui m'a donné l'occasion de refaire mon métier, de me réintéresser à la culture, de retourner voir des projections, de parler de films, de parler d'autres choses. Et quand vous rencontrez les gens pour faire des interviews et tout ça, on vous permet que ce soit vous l'intervieweuse ou très vite on vous pose des questions à vous? Non, dans cette émission, c'est possible. Et c'est pour ça que vraiment, il ne s'agit pas de faire la pub de Paris Première, mais vraiment, ça a été un vrai acte de fraternité journalistique et d'humanité. Et voilà, de me redonner cette possibilité-là. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours encore difficile. Tout à l'heure, on a fait un café littéraire ici même à Nîmes autour du livre et les questions ont porté sur Monsieur Strauss-Kahn et sa femme. Donc j'ai répondu que je n'étais pas spécialiste en Strauss-Kahnie appliqué. Je veux dire, je ne vais pas passer ma vie à commenter chaque acte de ce couple, même si comme vous et comme tout le monde, j'ai mon avis, mais qui ne vaut en soi ni plus ni moins que celui de n'importe qui. Il m'est arrivé quelque chose, de ça je peux témoigner et parler. Du reste de leur vie, je ne suis pas plus habilitée à en parler que vous, que quelqu'un d'autre. Et comme tout le monde, j'ai un avis, mais que je garde pour mes dîners entre intimes. Et vous aurez noté qu'on avait failli ne pas citer le nom d'ESK. Oui, c'est vous qui l'avez fait. Oui, c'est moi qui l'ai fait, je l'assume. Merci beaucoup Tristan Banon, Le bal des hypocrites au diable Vauvert, mais on n'oublie pas votre travail d'auteur. J'ai oublié de la tuer, c'est de l'autofiction, vous l'avez dit. Ah oui, c'est de l'autofiction assumée et trapéziste aussi. Merci beaucoup Tristan Banon d'être venu sur le plateau de TV Sud. Je rappelle Le bal des hypocrites au diable Vauvert.